Bien, content de vous retrouver. Bonjour. 1, 2, 3, ça doit être bon. Juste un instant. Voilà, merci et bienvenue à ce live, de la Fête de la Science. Vidéo, consacrée en live, via YouTube et d'autres canaux aux ondes radio et aux satellites. Alors cette vidéo est transmise depuis le département du Haut-Rhin, pour l'association des radioamateurs du Haut-Rhin et avec le partenariat de la Nef de la Science. La Nef de la Science, c'est une association mulhousienne qui diffuse, et favorise, la co-construction des savoirs pour une culture scientifique, technique et industrielle partagée. L'association des radioamateurs du Haut-Rhin, le REF 68 a été fondé, lui, en 1946, bientôt 75 ans l'année prochaine et elle défend et assure la promotion du radioamateurisme dans le département et représente, l'association des réseaux des émetteurs français. Notre siège, est au Radio Club. Il est situé à la MJC Fernand-Hanna à Wittenheim. Et quant à moi, je me présente également, je suis Christian et mon indicatif radioamateur est F5 uniforme India India F5 UII, mon immatriculation. Et je suis devenu radioamateur en 1993, lorsque j'étais encore étudiant à l'époque à l'université de Haute-Alsace. Nous allons donc, démarrer ce live, 3/4 d'heure, hein, en plus ou moins. Je pense que ça va être, ce timing pour vous proposer de découvrir, comment la science aujourd'hui permet de réaliser aisément des liaisons radio à travers l'espace. Donc notre live va se dérouler suivant 3 chapitres. D'abord, on a un premier qui va être consacré aux satellites et d'abord plus précisément aux satellites géostationnaires. Alors, après, avoir évoqué la théorie, effectivement, nous passerons rapidement à la pratique, avec cette démonstration pratique, réelle, on va dire, en live, d'une liaison radio. Alors nous tenterons de nous mettre en relation avec un autre opérateur, quelque part dans le monde, en utilisant un satellite, géostationnaire. Aujourd'hui, pour ce live, nous devrions être en relation avec l'Afrique du Sud. Si vous le voulez, vous pouvez éventuellement poser une question, à travers le chat de YouTube, et si effectivement, j'en choisirai une tout à l'heure pour, la relayer à la station d'Afrique du Sud. Nous avons évoqué les différents, en deuxième chapitre, oui, effectivement, nous allons, évoquer les différents phénomènes de propagation des ondes. Les ondes qui, vont se déplacer, se propager, d'un endroit A à un endroit B. Et dans cette, dernière, partie, nous verrons encore dans la troisième partie, nous verrons encore comment réceptionner, finalement les ondes avec des moyens, on va dire, modernes et assez, peu coûteux. Voilà et si vous avez des questions en fin de période, nous pourrons peut-être avoir le temps de répondre à quelques questions qui viendraient par le chat YouTube. Voilà pour, le début. Donc l'introduction, va être, consacrée d'abord aux satellites, ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'un satellite? Alors d'abord, un satellite, c'est d'abord un satellite en astronomie, c'est un satellite naturel tel qu'on pourrait l'imaginer, c'est la Lune, hein, typiquement, qui est un satellite de la Terre et qui tourne autour de la Terre ou alors les satellites de Saturne qui tournent autour de Saturne. En astronautique, on appelle un satellite artificiel et ça va être l'objet de notre présentation aujourd'hui, c'est un objet qui est d'origine humaine et qu'on a mis en orbite, principalement autour de la Terre, mais aussi des fois, autour d'autres, astres, lancés pour des missions scientifiques. On distingue plusieurs usages et lorsqu'on parle de satellites, autour de la Terre, ce sont souvent des satellites de télécommunication ou des satellites de météorologie, hein, pour prendre, cet exemple. Donc ce satellite, c'est quoi? Finalement, c'est un objet qui tourne autour d'un autre objet et chacun des objets a une masse. Et donc sur le schéma de gauche, on voit qu'on a deux objets qui sont en gravitation, ce qu'on appelle en gravitation, c'est-à-dire qu'ils s'attirent l'un l'autre et comme ils ont tous les 2 la même masse, eh ben, ils vont, suivre une orbite, qui est la même, qui peut être la même, en l'occurrence là sur le schéma de gauche et ces masses sont attirées l'une par l'autre. Effectivement et c'est comme ça que ces 2 objets vont se mettre en gravitation l'un par rapport à l'autre. Si un objet est plus petit, effectivement,
on va voir qu'il va tourner autour, du plus grand. Il va être toujours de façon globale, il va être, attiré par l'objet, il va être en chute libre tout le temps en fonction de sa vitesse. Il va pouvoir s'approcher ou s'éloigner, de ce corps, plus important et on le voit sur la vue de droite. Le centre même de rotation n'est pas exactement le centre de l'objet principal. Donc si un objet fait le tour de la Terre à plus de 8 kilomètres par seconde environ, il devient un satellite et il est toujours soumis à l'attraction donc gravitationnelle de la Terre, mais la chute est compensée par la courbure de la planète et donc c'est comme ça qu'il va se déplacer autour de l'objet, hein. Donc il est en chute libre, mais n'atteint jamais le sol. Donc les satellites qui tournent, n'ont besoin d'aucune propulsion, sauf effectivement à quelques moments pour, les garder au bon endroit et il continuera à orbiter autour de la Terre pendant des années, sachant qu'il ne s'approche pas de l'atmosphère. Il est dans un endroit où il n'y a pas forcément de frottement, hein. Évidemment, s'il se rapproche de l'atmosphère, là, il va être ralenti, il va finalement brûler et puis descendre, en basse atmosphère en petite poudre, hein, j'allais dire. Voilà, ça c'est la fin tragique de satellites, bien sûr maîtrisés, hein. Voilà, donc tout ça, nous allons donc parler maintenant des satellites géostationnaires. Mais avant de parler de cela, on va quand même évoquer les 2 autres principaux satellites qu'on peut voir, ou en tout cas, utiliser des fois, qu'on utilise dans l'observation de la Terre notamment, par exemple, ce sont des orbites qu'on appelle LEO, donc pour, Low Earth Orbit, des satellites qui sont à entre 700 et 1 100 kilomètres d'altitude et leur inclinaison, c'est-à-dire l'angle qu'ils forment, dans le plan de l'orbite, et par rapport à l'équateur, sont souvent supérieurs à 60°. Donc ils couvrent comme ça une large plage de latitude, de la Terre, autour de la Terre, hein. Donc ils peuvent survoler un certain nombre de positions et de latitudes. Ils font le tour de la Terre à peu près en 90 minutes et donc à ces altitudes, on va trouver, différentes satellites d'observation de la Terre, mais aussi par exemple la station, internationale ISS qui elle est en orbite, basse, elle est à 710 kilomètres d'altitude. Ensuite, on a les satellites, de type, MEO. Ce sont des satellites intermédiaires. Eux, ils se positionnent entre 19 000 et 23 000 kilomètres et on s'éloigne un peu donc, de la première couche qu'on a vue avant et donc la vitesse va baisser. Leur vitesse est de 4 kilomètres par seconde, hein. 4 kilomètres par seconde pour des satellites qui sont par exemple des constellations de GPS, GLONASS, Beidou ou Galileo pour la constellation européenne de positionnement, des objets sur le sol. Voilà pour les 2 principales, je dirais, types d'orbites que l'on peut utiliser et ensuite finalement, c'est ce qui va nous intéresser, c'est l'orbite géostationnaire. C'est une orbite qui est, alors géostationnaire pour géo égale terre, hein, c'est-à-dire que la première partie du mot, ça veut dire que c'est notre Terre qui est concernée et la, position est fixe. Ça veut dire qu'en fait, globalement, c'est un objet, comme celui qui est sur l'écran, en bas à droite, qui est un satellite artificiel et qui est positionné et qui suit en fait la rotation de la Terre. C'est un objet fixe dans le ciel et pour qu'il soit fixe dans le ciel, on va voir tout à l'heure qu'il faut qu'il ait, une position adaptée pour qu'on le voit toujours depuis un endroit qui nous semble immobile dans le ciel, hein. Donc fixe dans le ciel, immobile depuis notre point d'observation. Pour rester à la verticale d'un même lieu, effectivement, sur la Terre, obligatoirement, il doit être positionné dans le plan de l'équateur. On a vu tout à l'heure des angles qui permettaient de survoler différentes terres. Là, pour qu'il soit fixe dans le ciel, il faudra qu'il soit, placé dans le plan de l'équateur et effectivement, pour qu'il soit fixe dans le ciel, il nous faudra que ce satellite tourne à la même vitesse que la rotation de la Terre, qui est précisément, en l'occurrence, 23h56 et 4 secondes. C'est-à-dire qu'elle tourne exactement à la même vitesse. On va le voir ici sur ce petit schéma, animé. Là, les satellites de télécommunication sont généralement sur cette orbite, orbite géostationnaire et ils permettent d'établir des liaisons, de communication permanentes en transmettant des signaux de radiofréquence à partir d'antennes fixes au sol. C'est le grand avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de diriger l'antenne en direction du satellite. Le signal reçu est toujours, dans la même direction et c'est le satellite qui va amplifier et renvoyer le signal depuis le satellite vers la Terre, ce qui permet effectivement des communications entre le point distant qui est au sol et un autre point distant qui est à un autre endroit sur la partie couverte par le satellite géostationnaire.
Donc c'est une propriété, très attrayante pour faire de la diffusion, hein. Vous connaissez bien sûr la radiodiffusion, la télédiffusion de programmes télévision. Vous avez une parabole installée sur votre toit dans une position fixe et c'est le satellite qui tourne à la même vitesse que la Terre qui va nous permettre de recevoir ces programmes. Donc une simple parabole, souvent, de 40 à 50 centimètres de diamètre suffit, équipée d'un petit, récepteur, on va dire, une tête, une antenne devant la parabole. Donc l'altitude, elle est fixe, elle doit être de 35 786 km d'altitude et effectivement, cette vitesse de rotation n'est plus que, de 15 degrés par heure et ça représente quand même une vitesse, angulaire, hein, de 3000 mètres par seconde. Maintenant, on va s'intéresser aux satellites qu'on va utiliser, tout à l'heure, dans quelques instants maintenant, pour vous montrer, faire la démonstration en temps réel d'un contact via un satellite géostationnaire. Donc il s'agit du satellite SAL2. C'est la seconde du même nom, hein. Il y avait un lancement il y a quelques années d'un SL1, c'est un satellite géostationnaire également et on l'appelle aussi Qatar-Oscar 100 ou FAS-4A pour l'usage que nous, radioamateurs, pouvons en faire. Alors il a été lancé, c'est alors comme principalement, ce n'est pas un satellite radio-amateur en tant que tel, c'est d'abord, avant tout, un satellite de télévision et gouvernemental qui a été lancé par le Qatar. Il a été lancé effectivement en fin de 2018 depuis, la Floride avec un Falcon 9 de SpaceX et il est placé, sur l'équateur comme on l'a dit tout à l'heure évidemment et il est, positionné en fait au-dessus, de la République démocratique du Congo. Schématisé, vous le voyez, petit schématisé, ici sur l'image. Et quand on regarde un peu plus près, en réalité, on disait tout à l'heure que le satellite était géostationnaire, il n'y avait pas besoin de l'asservir ou de positionner, mais en réalité, effectivement, ces satellites, pour qu'ils restent bien en position, ils ont une motorisation qui fait qu'effectivement, il va falloir pousser un petit peu, de temps en temps, le satellite au bon endroit et donc il y a un programme d'asservissement automatique qui va garantir que ce satellite reste toujours en bonne position. Vu depuis la Terre, globalement, il est au même endroit. Ici, on a zoomé sur, la position de ce satellite et on voit bien que la courbe rouge représente en fait sa trace qu'il a pu laisser sur 24 heures. Son immatriculation, comme tous les objets, tous les satellites, artificiels qui tournent autour de la Terre ou ailleurs d'ailleurs, ont une immatriculation, celui-ci qu'on va utiliser, une immatriculation 43700. Voilà. Donc nous allons, voir ici, la position de ce satellite. Ce satellite donc Qatar-Oscar 100 ou FAS-4A, on le voit, il est positionné au petit point blanc très, très petit sur cette image et à l'horizon, on voit un trait rouge. Ce trait rouge, c'est quoi? C'est l'orbite du satellite géostationnaire qui est effectivement exactement dans le plan de l'équateur. Et la couverture du satellite, c'est ce que vous avez devant vos yeux, c'est, un tiers, on va dire, du globe qui est couvert par ce satellite géostationnaire. Ça part de l'ouest, depuis la Guyane française, pour prendre cet exemple, jusqu'à l'est, à Singapour. Ça couvre une partie du pôle Nord, une partie du pôle Sud, qui est, donc accessible pour ce satellite, hein, et pour les radioamateurs. Maintenant, je vous propose de regarder une image de ce que peut être, une vue d'artiste un peu, mais quelque chose d'assez proche de la réalité, hein, puisqu'il s'agit d'un satellite de ce satellite. Il fait 3 tonnes au lancement. Il a 15 kilowatts de batterie, et des panneaux solaires qui l'alimentent et il est équipé donc, comme je disais, d'abord de transpondeurs pour, couvrir en télévision les zones Moyen-Orient et Afrique du Nord et couvrir les besoins gouvernementaux du Qatar. Et en plus de ça, effectivement, comme je disais, ce qu'on va utiliser, on a 2 satellites, enfin 2 transpondeurs. Un transpondeur, c'est quoi? C'est, d'abord un signal, c'est un récepteur qui va recevoir des signaux de la Terre et qui va les retransmettre depuis là-haut, depuis le satellite, vers, le sol, vers la Terre, sur cette couverture qu'on a vue tout à l'heure, d'un tiers du globe terrestre. Donc ce second, alors il y a 2 transpondeurs. Il y en a un qui est utilisé, qu'on va utiliser tout à l'heure, rapidement maintenant, pour envoyer ou pour recevoir des signaux étroits comme, la voix, hein. C'est des signaux qui ne sont pas très larges, il n'y a pas besoin de beaucoup de bandes passantes, hein, on verra tout à l'heure. Et puis il y a un autre transpondeur qui est celui-là, dédié à relayer des émissions de télévision d'amateurs.
télévision numérique comme vous en recevez depuis chez vous, avec évidemment un peu moins de capacité que ce que peut faire le transpondeur en lui-même qui est équipé, vous l'avez compris, de 35 transpondeurs. Voilà pour la présentation du satellite que l'on va utiliser maintenant pour faire cette démonstration de contact avec, on l'espère, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, donc, effectivement, c'est notre petit voyage qu'on a prévu de faire, c'est de partir de Mulhouse, là où je suis, pour aller rejoindre cette contrée très lointaine. Je crois qu'il faut plus de 12 heures ou 13 heures d'avion, hein, pour y aller, mais on va le faire à une autre échelle. Donc je vais, me mettre en situation de vous montrer l'équipement émetteur-récepteur et on va faire la démonstration maintenant. On va se mettre en situation, je vais mettre le son, normalement vous devez avoir un retour. C'est pas QRO tout ça, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ok, bon, je reste aussi à l'écoute, 73 à tous les deux, et puis on va attendre patiemment Christian ou le Radio Club F6 KDL. À bientôt, ZL6 AG à l'écoute. Florida 6 kilo Delta Lima, France 6 kilo Delta Lima. Bon, je laisse Jean-Louis. Je crois qu'il est c'est pour toi. À plus tard, à bientôt. Bonne soirée à tous. KDL est là. Oui. Oui. Bonjour Jean-Louis, je crois. ZS6 Alpha Alpha Golf. Ici Florida 6 kilo Delta Lima. Oui, ok, Florida 6 kilo Delta Lima, ici Zulu, Sierra 6 Alpha Alpha Golf ZS6 AG, l'Afrique du Sud à l'écoute. Oui, bonjour. Bonjour, ici donc Fox 6 kilo Delta Lima, F6 KDL. Donc le prénom ici est Christian et je me situe à côté de, ville de Mulhouse, à côté de la ville de Mulhouse. Et merci d'être au rendez-vous, on a un petit peu pris rendez-vous. Voilà, un micro de retour. Zulu Sierra 6 Alpha Alpha Golf, Fox 6 kilo Delta Lima. Ouais, ok Christian, F6 kilo Delta Lima, ici Zulu, Sierra 6 Alpha Golf, le prénom de l'opérateur est Jean-Louis, et je me situe donc à côté de la frontière du Mozambique et au nord du petit pays de Swaziland qui s'appelle maintenant Eswatini. Voilà, Christian, ça arrive très très bien ici en Afrique du Sud, je vous repasse le micro, F6 kilo Delta Lima, ZS6 AG. Oui, ok. Avec le 100%, là, ça marche très bien également via le satellite Qatar Oscar 100. Merci. Zulu Sierra 6 Alpha Alpha Golf, Fox 6 kilo Delta Lima. Alors ici, effectivement, on est à côté de Mulhouse, dans le département 68. La météo est assez capricieuse. On a retrouvé de fortes pluies cette nuit, des pluies, des bruines. Et actuellement, on a une température de 12 degrés uniquement, 12 degrés. Il y a quelques nuages encore, on a ouvert, ceux qui sont ouverts, on a une couverture de 4/8 de nuages actuellement. Alors, quelle est la météo de votre côté là? Zulu Sierra 6, Alpha Alpha Golf, Fox 6 kilo Delta Lima. Lima. Ok Christian, F6 kilo Delta Lima, ok pour la météo sur la France. Ici la météo, aujourd'hui le ciel est nuageux, avec des températures d'environ 20 degrés, assez basses pour la saison. Normalement on devrait avoir des températures de 30-35 degrés. Mais depuis une semaine, la situation s'est dégradée et donc la température s'est vraiment radoucie. Et il a plu hier et on a eu quelques bruines ce matin. Voilà Christian, je vous repasse le micro. F6 kilo Delta Lima, ZS6 AG. Ok, de 100%. Zulu Sierra 6, Alpha Alpha Golf, Fox 6 kilo Delta Lima. Impeccable, hein, ça marche très bien avec les 100%. Hein. Ok pour les météos, la météo capricieuse également de votre côté là. On est sorti de notre côté d'une belle météo chaude et ensoleillée pour passer maintenant dans un régime plus classique en automne et en intersaison. Encore merci pour ce QSO, ce contact via satellite géostationnaire QO100 là pour cette démonstration de la fête de la science. Encore merci et je vais vous laisser la fréquence de libre puisque je vais continuer la présentation. Merci et à très bientôt. Zulu Sierra 6, Alpha Alpha Golf, Fox 6 kilo Delta Lima.
Ok Christian, merci pour les essais, les bonnes amitiés à tous ceux qui sont avec vous ou qui vous écoutent. J'espère qu'on aura l'occasion de se recontacter, mais j'en suis sûr avec le satellite qui marche dans d'excellentes conditions. Et je vous envoie les bonnes 73, les bonnes amitiés F6 Kilo Delta Lima ZD6 AG qui repassent en stand-by. Oui, merci beaucoup et bonne continuation à vous. Bon trafic et certainement à très bientôt sur le satellite. Merci Jean-Louis, à bientôt. Merci Jean-Louis, à bientôt. Voilà, donc vous avez pu constater le fonctionnement de cette relation directe qu'on a eue avec Jean-Louis qui m'a préalablement envoyé quelques photos de son lieu d'habitation, qui est ici accompagné je pense, d'un autre habillé en costume traditionnel depuis l'Afrique du Sud. Et donc ici, on a une photo de son installation, de son antenne d'émission-réception devant une parabole, une simple parabole. Et donc, alors derrière une protection contre la pluie, hein, qui ressemble à grossièrement à une bouteille d'eau, on voit une antenne qui est positionnée devant une parabole. Et c'est grâce à cela que l'on vient de faire le contact entre nous, émission et réception, à travers le satellite QO100, le satellite Qatar Oscar 100. Voilà. Pour la probe maintenant, on va passer à la deuxième partie de ces explications concernant plutôt maintenant sur les phénomènes de propagation des ondes. Alors, elle est consacrée essentiellement à vous expliquer le principe de propagation des ondes pour pouvoir prétendre avoir des chances d'établir des liaisons comme on vient de le faire, mais sur ces fréquences ou d'autres, les phénomènes ne sont pas toujours les mêmes, hein. Une onde électromagnétique, d'abord, c'est quoi? Ça comporte deux parties, un champ électrique et un champ magnétique qui vont aussi à une même fréquence. Et ces deux champs sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre et se propagent d'un point A à un point B et en règle générale en ligne droite. Donc c'est la principale caractéristique, c'est la fréquence d'oscillation qui est ce qui caractérise une onde, hein. Ce qu'il faut connaître évidemment, c'est aussi la vitesse à laquelle la propagation se réalise. Dans le vide, mais on peut l'associer à la même vitesse dans l'air, c'est 300 000 km par seconde. On n'a pas remarqué forcément de grand delta dans le contact qu'on a fait. Le satellite, on l'a dit, il est à 37 000 km de distance, mais physiquement, il y a techniquement un minimum d'un quart de seconde entre la montée et la descente du satellite, puisque le signal faisant 75 000 km pour faire le trajet, il lui faudra à peu près un quart de seconde pour arriver à l'autre bout, à partir du moment où il a été émis depuis Mulhouse pour arriver, par exemple, en Afrique du Sud. Donc une onde radio se distingue d'un rayonnement lumineux par sa fréquence, hein, comme j'ai dit, principale des informations importantes. C'est quelques kilohertz, hein, quelques mégahertz, voire des gigahertz. Et c'est donc cette onde qui va être schématisée sur un ensemble sur ce qu'on appelle un spectre de fréquences, qui peuvent être donc des ondes radio. Donc on essaie aussi les micro-ondes qui ont d'autres propriétés, les infrarouges, la lumière de visible est une onde, etc. Et ensuite, on va se retrouver sur d'autres domaines où encore la longueur d'onde, c'est-à-dire la fréquence, l'inverse de la fréquence, est très très courte. Pour finir, effectivement, ce que je disais, c'est tout à l'heure déjà, c'est que cette onde, normalement, se propage en ligne droite. Ce qui fait que dans une situation, par exemple, où on a deux installations, deux mâts, un transmetteur ou un émetteur qui est sur un pylône de 61 mètres, un récepteur qui se trouve plus loin sur la Terre qui sera à 12 mètres de haut. Ces deux antennes ne se verront plus quand la distance entre les deux est supérieure à 46 km. Alors pour autant, nous, radioamateurs, on vient de le montrer, on a un relais qui était positionné dans le ciel, très haut. Ça nous permet de couvrir de larges bandes de terre pour faire des contacts. Mais il y a d'autres phénomènes des ondes qui permettent tout de même de gagner en distance la possibilité de contacter une station plus lointaine. Alors pour ça, je vais vous expliquer ce que les ondes ont l'habitude ce que les ondes peuvent faire pour se propager. On va dire ça comme ça.
D'abord, il y a la réflexion de l'onde, un rayon ou une onde qui arrive sur une surface tel un miroir, évidemment, elle réfléchit, elle repart dans la direction opposée, suivant ce qu'on appelle un angle de réflexion. Et effectivement, suivant la surface, on peut imaginer, vous connaissez aussi le principe avec l'eau, hein. Vous mettez, ça marche aussi avec la lumière, hein, comme j'ai dit, c'est une onde. Quand, il y a une partie, en fonction du support, du milieu, ce qu'on appelle le milieu numéro 2 ici, en fonction de sa constitution, il y a une partie de l'onde qui va être réfractée, va donc aussi être déviée, ne va pas être dans la même direction que le rayon arrivant ou l'onde arrivant ou incidente, mais elle va être déviée. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion et de réfraction. Ensuite, on a d'autres phénomènes qui vont arriver en fonction du support, effectivement, sur lequel l'onde va arriver. Donc l'onde qui est incidente en bleu va pouvoir être, on l'a vu, réfractée en vert, elle va être ou en jaune, mais aussi être diffusée. C'est un peu la lumière que vous retrouvez renvoyée dans toutes les directions, par exemple sur un support, et c'est donc ces flèches rouges qui vont être présentes, c'est l'onde qui est diffuse. Et effectivement, il peut y avoir de la perte, hein, puisque l'information peut transiter dans un milieu qui, au bout du compte, sera absorbée, cette onde ne pouvant plus être récupérée ou exploitée. Et donc, il y a un phénomène intéressant qui va nous intéresser, nous, radioamateurs, et qu'on met en exploitation. On a mis pas mal de schémas là-dessus, sur cette planche, mais pour présenter quoi? L'ionosphère. C'est quoi cette ionosphère? C'est une partie de notre air, mais enfin, plutôt au-dessus de la couche, atmosphérique, la haute atmosphère, qu'on va trouver entre 60 et 800 km. C'est ce qu'on appelle l'ionosphère. C'est un air neutre qui va rentrer en ionisation par l'action des rayons cosmiques qui viennent, du cosmos et des photons solaires qui viennent du soleil. Et c'est cette partie de l'atmosphère qui est, on va dire, responsable, et heureusement, on peut dire elle est effectivement responsable, on va dire, de ce qu'on appelle, nous, les radioamateurs, la propagation. C'est la propagation ionosphérique. Et donc, on voit que cette couche se décompose en différentes sous-couches qui ont des propriétés différentes. Il y en a certaines qui vont être plutôt absorbantes et d'autres qui vont avoir des fonctions de réfraction, pardon, ou de réflexion. Et donc, c'est grâce à ces phénomènes on est en capacité de faire en sorte d'avoir des réflexions, des fois même multiples. Alors, si elles sont multiples, ça veut dire qu'elles sont réfléchies d'abord sur la ionosphère, mais aussi avec bien sûr forte atténuation en fonction du support sur la Terre ou sur les océans, pour faire jusqu'à 2, 3, 4 rebonds, et pour finalement permettre des contacts lointains, longue distance, à l'autre bout de la Terre. Et ces phénomènes ne sont pas valables pour toutes les fréquences. Là aussi, ça va jouer en fonction, ça va être plus ou moins efficace en fonction des fréquences. Et ces couches, donc, ne répondent pas de la même façon en fonction des fréquences. Alors effectivement, si on regarde ce schéma, on voit en fait en horizon, en l'horizontale, la longueur d'onde, hein, c'est-à-dire ce sont les différentes fréquences, hein, cette pecque de fréquences. Donc on avait les rayonnements gamma et X d'un côté, hein, elles étaient à droite tout à l'heure sur le schéma précédent, elles sont à gauche sur ce schéma-là. La lumière au milieu, et puis ensuite on va remonter et on va trouver finalement les portions qui sont intéressantes, qui sont sous la parabole, là, on va dire. Que le schéma qui est là, où on voit que finalement, il n'y a pas d'absorption qui est représentée sur ce schéma. Il n'y a pas d'absorption qui est faite par les couches ionosphériques supérieures lorsque l'on se trouve à des fréquences hautes. Et c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire la liaison avec le satellite géostationnaire. On a utilisé des fréquences très hautes pour pouvoir ne pas être gêné finalement par la ionosphère. Et ces ondes-là vont passer aisément sans être altérées ou fortement altérées par la ionosphère. Là, pour monter ce satellite, nous avons utilisé la fréquence de 2400 MHz. 2400 MHz ou 2,4 GHz. Quand vous utilisez un réseau Wi-Fi habituel, c'est du 2,4 effectivement, ou du 5,8 d'ailleurs, GHz.
Et plus loin, sur la droite de cette zone, vous allez trouver de très grandes longueurs d'onde qui sont bloquées effectivement par cette ionosphère et qui, en l'occurrence, quand elles sont bloquées, sont pour les liaisons satellites pas utiles ou pas du tout utilisables, mais pour nous, radioamateurs, comme je vous l'ai expliqué, on va utiliser ces phénomènes de propagation et de réflexion pour faire en sorte de vous permettre de le... Attendez voir, j'ai perdu la caméra, mais c'est pas très grave. Pour nous permettre de faire des liaisons à très longue distance. Pour poursuivre maintenant, dernière partie, pour arriver à vous expliquer avec quoi on réceptionne, avec quoi on émet aujourd'hui globalement, avec des équipements finalement qui ont un peu évolué dans le temps. Troisième et dernière partie qui est consacrée à la réception même des ondes. Simplement dans un système classique que vous connaissez ou qu'on connaît depuis des années, c'est que l'émission, voire et la réception et l'émission sont assurées par des composants classiques avec ce qu'on appelle des oscillateurs, des filtres et on les a souvent construits pour être adaptés à un usage donné. Hein, un poste radio pour la FM, ça va être quelque chose de spécifiquement prévu pour recevoir de la FM ou émettre en FM il est dédié à ça, pour des fréquences très précises, calibrées par le filtre qui est intégré dans l'équipement. Maintenant, de nos jours, on arrive sur des technologies, on va appeler SDR. Alors les SDR, ça veut dire Software Defined Radio, c'est encore un terme anglais évidemment, qui veut dire radio logiciel. Donc, globalement, on va utiliser un système qui est quand même fait de hardware, ce qu'on appelle du physique, hein, avec de l'électronique, mais qui a la capacité bien plus étendue de convertir finalement les ondes en signaux exploitables. Alors, comment c'est construit? En fait, on a un composant principal, si on est sur un récepteur, qui va convertir l'analogique en numérique et qui va donc finalement échantillonner l'onde pour en faire directement quelque chose, une suite d'informations numériques qu'un microprocesseur va devoir traiter. Et donc, c'est ce qu'on appelle c'est pour ça qu'on passe rapidement dans le domaine logiciel, c'est pour ça qu'on appelle cela du SDR. Après conversion analogique numérique, on se retrouve dans le monde numérique et du logiciel. Et c'est grâce à ces processeurs et à quelques algorithmes que l'on va faire du traitement de signal finalement et transmettre de l'audio ou décoder de l'audio. Ce qu'on a fait tout à l'heure comme démonstration avec le satellite QO100 et le contact avec l'Afrique du Sud, c'était un logiciel une solution complètement SDR et qui offre une capacité ensuite de traitement assez poussée puisqu'il suffit d'adapter souvent les logiciels pour avoir des filtrages, choisir des processus de codage ou décodage. Les deux processus, là je ne parle que de la réception, mais les deux processus marchent en émission comme la réception, suivant la même technique, et c'est l'informatique qui va nous aider à faire ça. Donc qu'est-ce qu'il faut pour faire un récepteur SDR? Alors un PC, ce n'est pas l'élément le moins cher, ça je vous l'accorde. Aujourd'hui, vous me regardez certainement via une chaîne YouTube, vous avez sûrement un ordinateur. Et effectivement, ensuite, il suffit, entre guillemets, d'ajouter une clé USB qui en fait, au départ, est prévue pour recevoir de la TNT, la télévision terrestre. C'est une petite clé qui se trouve pas très chère et que l'on va exploiter pour recevoir des signaux qui vont pouvoir aller de 24 MHz jusqu'à 1,7 GHz. Bien sûr, comme pour exploiter ces informations-là, vous avez besoin de positionner une antenne. Vous avez un petit connecteur qui est sur le côté de cette clé USB sur laquelle vous allez brancher votre antenne. Et ensuite, effectivement, il faut ajouter à cela, une fois qu'on a traité tout ce qui est hardware, on l'a vu, il n'y a que ça à faire, il n'y a qu'une petite clé à utiliser, vous allez ajouter un logiciel qui est capable d'exploiter et traiter l'information qui vient de cette clé USB pour en faire ensuite un récepteur où, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on choisit une fréquence, on se positionne dessus et on décode un mode ou un autre. Donc les modes, ce sont ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est de la bande latérale unique. Ça peut être de la FM, de la modulation de fréquence, quand vous écoutez des radios, comme là sur l'illustration qu'on a à l'écran.
Donc il y a plein de logiciels alors totalement gratuits qui sont des open source, qui par exemple, vous pouvez commencer par SDR Sharp et d'autres existent sur internet qui sont téléchargeables gratuitement et installables avec ces outils-là. Voilà pour la partie réception. Et effectivement, pour le satellite, QO100 qu'on a utilisé tout à l'heure, alors en émission en réception, mais effectivement, c'est ce que j'ai utilisé maintenant, juste à l'instant. Il y a d'abord une partie, antenne parabolique, hein, comme celle que vous utilisez, hein. Et bon là, en l'occurrence, j'en ai une, assez petite, il y a des plus petites effectivement, elle fait 80 centimètres. Ensuite, devant, il y a cette partie, ce qu'on appelle un bloc de réception de télévision. Vous avez ça devant toutes vos paraboles. C'est ce qu'on appelle un low noise blocker, bloc, pardon, qui fait en fait la conversion de fréquence du satellite en quelque chose de plus bas en fréquence qui est facilement exploitable. Effectivement, le satellite qu'on a utilisé tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, il descend en 10 gigas, 10,489 GHz, et c'est ce petit bloc qui va convertir la fréquence tout simplement en quelque chose de plus exploitable en UHF, là, en 439 mégas. Ensuite, il faut quand même alimenter cette tête télévision qui est au bout devant la parabole. Là, il s'agit d'un petit dispositif avec deux composants, une alimentation externe, et on alimente cette tête pour que l'électronique soit en fonctionnement. Et derrière, on branche l'ensemble qu'on vient d'expliquer, un récepteur SDR et son ordinateur et le logiciel associé. Et on a terminé de faire un récepteur là, satellite pour écouter par exemple QO100 ou éventuellement décoder des images télévision. Voilà pour la présentation. On a terminé les 3 parties de présentation de notre live. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez, je vous invite à découvrir ce qu'est les propagations des ondes sur un site wiki qui est intéressant, Wikivand, et qui est en français, qui vous décrit ce que je viens de vous dire, mais dans les grandes lignes très rapidement. Ensuite, si vous êtes intéressé par la possibilité qu'offrent les radioamateurs d'émettre sur certaines fréquences et de nombreuses bandes de fréquences justement, vous avez peut-être intérêt à vous rapprocher d'un radioclub qui est à proximité de votre lieu d'habitation, ou alors effectivement, vous pouvez aussi en autonomie suivre des instructions, des programmes de formation qui sont disponibles sur certains sites comme celui de F6KGL ou F5KFF. Les radioamateurs, globalement, ils utilisent 11 bandes sous 28 MHz et au-dessus de 28 MHz, on est locataire, on va dire, exploitant plutôt, on va dire, de 15 bandes radio. Donc, ce qui permet vraiment de faire ce que vous avez vu, du satellite, de l'émission soumise à propagation des ondes, que ce soit le jour ou la nuit, on arrive comme ça à contacter des fois l'autre bout du monde. Et le réseau des émetteurs français, qui est l'association nationale française principale, qui a sa revue Radio Rêve, dans laquelle vous pourriez éventuellement commencer à regarder ce qui se fait. Voilà, si vous avez des questions, vous auriez l'occasion de me les poser rapidement sur le chat YouTube. Et sinon, si vous en êtes d'accord, je vous invite à suivre le lien qui est sur la présentation YouTube ou sur votre canal de communication pour aller indiquer si vous avez apprécié cette conférence. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous en pensez en répondant tout simplement à ce petit sondage en scannant le QR code ou alors en vous rendant sur l'adresse ici indiquée, fds.dgri.fr / toujours en majuscule cette fois, QHHXA. Voilà, ce petit code-là va vous permettre d'accéder à un petit sondage rapide pour vous dire si cette présentation, cette conférence vous aura plu. Voilà. J'ai été à 5 minutes près, on est dans le timing, on a pris un peu d'avance. C'est la première, il y en aura 3 autres encore, une demain après-midi, demain matin, pardon, dimanche, si je m'abuse à 10h, et le week-end d'après, le samedi et le dimanche, première à 10h, la deuxième à 14h. Donc vous aurez l'occasion d'entendre d'autres stations qui seront en live à travers le satellite géostationnaire et qui seront certainement encore une fois dans l'hémisphère sud
en vous remerciant pour votre écoute et votre participation à ce live et en vous souhaitant, pourquoi pas, beaucoup d'écoute sur les ondes, radio amateurs et autres. Je vous remercie et bonne fête de la science encore.